Oui, je vais peut-être rappeler rapidement ce qu'est Nouvelle Donne, puisque c'est un parti qui est relativement nouveau. Il a été créé en novembre 2013. Il est issu du collectif Roosevelt 2012, dont vous avez peut-être entendu parler, et il a été fondé par grosso modo les mêmes personnalités qui étaient à l'origine du collectif Roosevelt, en particulier Suzanne Georges, Pierre Larouturou, Elbert Morin, et un ensemble d'autres personnalités. Si vous voulez avoir la liste complète sur le site de Nouvelle Donne, bien sûr, vous aurez la liste des membres fondateurs. Ce parti a été créé donc en novembre 2013 face au petit manque d'audace ou à un certain nombre de caractéristiques de la politique du gouvernement actuel qui était extrêmement décevant, notamment sur des questions économiques, le poids de la finance, les questions liées au travail, au chômage et toute une série d'autres points, l'environnement également, les questions énergétiques. C'est un parti qui se définit comme alter-système, c'est-à-dire qui essaie non seulement de critiquer le système actuel, mais surtout de proposer, de faire un ensemble de propositions concrètes, à la fois sur le court terme et également des propositions à plus long terme pour une transformation de la société. Nous reprenons un peu le slogan d'Occupy Wall Street, nous sommes les 99, c'est-à-dire 99%, pardon, et c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui s'opposent au 1%, qui serait ce que le Podemos appelle la caste, c'est-à-dire un petit noyau de gens qui ont à la fois le pouvoir financier et le pouvoir politique. Ce que propose Nouvelle Donne dans ses priorités, alors il y a un ensemble de propositions que vous pouvez trouver là aussi sur le document Nouvelle Donne, notamment une vingtaine d'actions concrètes dans le domaine de l'économie, dans le domaine du social, dans le domaine de la finance, de l'environnement, des questions énergétiques, et également concernant le fonctionnement de la démocratie dans la politique actuelle, une autre façon plus démocratique de faire vivre la démocratie. Il y a également 5 mesures urgentes qui sont résumées dans la petite plaquette que vous avez dans le dossier, qui sont des mesures qui sont proposées à court terme pour commencer à faire bouger les choses. Et Nouvelle Donne se définit aussi par une charte éthique avec un ensemble de principes et de valeurs et un mode de fonctionnement démocratique qui repose notamment sur un non-cumul des mandats appliqué de façon stricte, également un non-renouvellement dans le temps des mandats, ou une limitation en tout cas du nombre de renouvellement des mandats dans le temps, la désignation de têtes de liste par des jurys qui sont tirés au sort parmi les adhérents, de façon à éviter qu'un groupe prenne le pouvoir et manipule après la composition des listes et la désignation des candidats. La signature de la charte anticorps par toutes les têtes de liste et l'élaboration aussi bien du programme politique que de la stratégie, par exemple pour les prochaines élections, par une consultation de l'ensemble des adhérents. Pour ce qui concerne le programme, par exemple, il y a à la fois des groupes de travail qui se réunissent dans les différents comités locaux, comités territoriaux. Il y a une commission thématique nationale où tous les adhérents peuvent participer à la discussion, faire des propositions, et ces commissions thématiques nationales vont soumettre des propositions à l'ensemble des adhérents qui seront ensuite synthétisées dans un comité programmatique qui définira le programme de Nouvelle Donne aux prochaines élections. Peut-être pour terminer sur la dimension de Nouvelle Donne, il y a à peu près actuellement 5000 adhérents. La première élection à laquelle Nouvelle Donne s'est présentée, c'était les élections européennes, où Nouvelle Donne a réalisé un score de 3%, ce qui représente plus de 550 000 voix, pour un parti qui était créé 6 mois avant la date de l'élection. C'est quand même plutôt positif. Et lors des élections départementales, Nouvelle Donne, dans les cantons où elle s'est présentée, a réalisé un score moyen de 5,8%, non pas loin de 6%. Donc je le lis, le jeune parti Nouvelle Donne présente une liste aux prochaines élections régionales. Donc c'est ça l'information du jour.
Aux élections européennes, et après 6 mois d'existence, donc je l'ai dit, nous avons recueilli 3% des votes et plus de 500 000 voix. Nouvelle Donne est un mouvement citoyen altersystème insensible au clivage gauche-droite et qui vise à renouveler profondément les pratiques et l'offre politique. En particulier, Nouvelle Donne demande la fin du cumul des mandats et la limitation dans le temps à 2 mandats consécutifs. Donc, je ne reprends pas l'idée, nous sommes les 99%. La décision de se présenter aux élections régionales a été prise après un vote des adhérents dans notre région. Dans chaque région, il y a une consultation de l'ensemble des adhérents. La liste des candidats sera désignée via un jury tiré au sort parmi l'ensemble des adhérents. Et cette liste, elle intégrera des simples citoyens et des militants associatifs qui partagent les idées et les valeurs de Nouvelle Donne. Parmi ces idées et ces valeurs, les principales que l'on peut citer sont l'idée que la finance doit être au service de l'économie réelle, que l'économie, il s'agit de la remettre au service de l'humain et non pas au service seulement des minorités actionnaires, et l'idée que toute richesse est d'abord humaine et solidaire, elle est produite par l'activité collective des hommes. Enfin, l'idée que la politique est l'affaire de tous et que tous les citoyens doivent pouvoir participer aux décisions politiques. Pour mettre en pratique ces idées et ces valeurs, donc, il y a une série de propositions concrètes et originales, notamment portant sur la réduction du chômage, sur la relance de l'activité de la filière du bâtiment et en relation également avec la transition énergétique et globalement les questions d'environnement et d'énergie. Et enfin, l'idée de remettre l'humain et les valeurs humaines au centre des décisions et au centre du fonctionnement de l'activité de Nouvelle Donne. Donc, notre espoir, c'est que Nouvelle Donne, nous revenus dans le monde politique, pourrait créer une surprise assez prochaine. Donc, je m'en tiens là peut-être si vous avez des questions à votre disposition. Vous savez qu'il faut constituer 13 listes. Comme vous n'avez pas beaucoup d'adhérents, est-ce que vous pensez que vous n'allez pas avoir de soucis pour avoir assez de monde en fait? Il faut quand même 180 et quelques candidats, 184. Donc au niveau du nombre de candidats, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Nous avons déjà plus de 120 candidats parmi nos adhérents et nous allons donc entamer le processus de construction des listes, puisque là aussi Nouvelle Donne, on va dire, se démarque des autres partis politiques, puisque dans les partis traditionnels, les têtes de liste sont en général soit désignées par Paris, soit sont le résultat de tambouilles internes locales, tandis que nous entamons un processus où nous allons tirer au sort, donc d'ici la mi-août, un ensemble un jury constitué d'adhérents de Nouvelle Donne, tiré au sort, et c'est ce jury qui va choisir les têtes de liste, ce qui évite donc tout problème, par exemple, de magouille sur des centaines de cartes électorales, de cartes d'adhérents qui arrivent juste avant les élections. Donc c'est un jury tiré au sort parmi les adhérents qui choisit les têtes de liste. Un jury de combien de personnes? 11 personnes. Qui se réunira donc à Carcassonne, puisqu'on est dans le cadre de la grande région, et qui auditionnera tous ceux qui souhaitent figurer en position éligible. Ça c'est mi-août. Alors, mi-août, c'est la constitution du jury, et après audition et désignation des têtes de liste, donc mi-septembre. Quand l'idée de tête de liste, c'est les 13 oui, départements. Et on connaîtra aussi la tête de liste régionale à ce moment-là, tout à fait. Il y a déjà des noms qui sortent du chapeau ou pas? C'est contradictoire. Ça serait un peu contradictoire de commencer à donner des noms alors que c'est le jury qui va désigner. Oui, c'est vraiment, on cherche à ne pas personnaliser justement la politique. On cherche à ce que chaque adhérent puisse se sentir
on va dire, mettre des décisions de nouvelle donne. C'est pour cela qu'on a choisi donc de faire un vote électronique de l'ensemble des adhérents, ne serait-ce que pour savoir si on se présente aux élections et la stratégie électorale. Là aussi, on a posé la question aux adhérents, on leur a demandé souhaitez-vous que nous nous présentions aux élections régionales, souhaitez-vous que nous fassions des alliances avec tel ou tel parti. Et donc, à cette question-là, 83% des adhérents ont répondu que nous souhaitions y aller seuls et sans alliance. En autonomie. En autonomie. Pour le premier tour. Le second tour sera l'objet aussi d'une consultation des adhérents. Donc là, c'est pour le premier tour, 83%, donc 83%. on refuserait toute alliance. On y va tout seul. Absolument. Puisque donc, en fait, l'un des principaux, on va dire, points non négociables pour Nouvelle Donne, c'est le non-cumul de mandats. Et ça, quelle que soit la liste, il y a toujours des cumulats dans les listes classées. Vous n'avez pas peur que ça, compte tenu du poids politique de Nouvelle Donne, que ça disperse les voix à gauche au profit de l'information? C'est une question bien sûr importante, mais je crois que Nouvelle Donne justement essaye de sortir du clivage gauche-droite. C'est important, il s'adresse avant tout aux abstentionnistes qui représentent plus de la moitié du corps électoral. Donc la plupart, je crois que c'est les 2 tiers des adhérents de Nouvelle Donne n'avaient jamais adhéré au moins parti politique avant. Donc c'est important. Et quelque part, je crois que on peut reprendre l'expression de Podemos, c'est-à-dire nous ne sommes pas à gauche ou à droite, nous sommes entre le haut et le bas, c'est-à-dire entre le haut des 1% et le bas des 99%. On est là pour défendre les 99%. Les clivages politiques, peut-on dire aujourd'hui que le Parti Socialiste est un parti de gauche? On peut se poser la question, ça ne veut plus dire grand-chose. Vous comptez faire quel pourcentage? Le maximum possible. Donc écoutez, déjà, si on passe la barre des 5% ou 6% comme aux élections départementales, ça sera déjà très bien. Je voudrais ajouter que notre objectif majeur n'est pas le pouvoir politique dans l'immédiat, mais une occasion de faire passer nos idées. Car nous sommes très peu connus. Je crois qu'on peut même aller plus loin. C'est-à-dire l'objectif final d'un parti politique, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'objectif final d'un parti politique, c'est d'avoir des postes, ou est-ce que c'est de transformer la société? Nous, on a clairement choisi. Notre objectif, c'est de transformer la société, et gagner les élections n'est qu'un moyen pour y arriver. Donc on n'est pas là pour gagner des postes si au final ça ne nous permet pas de transformer la société. C'est aussi une des raisons qui ont poussé les adhérents à ne pas choisir la version en alliance, puisque en alliance on se retrouverait noyé dans un programme politique qui ne nous ressemble pas, et où quelque part nous ne pourrions pas défendre nos idées. Et aussi entre les 2 tours, si vous n'avez pas le pourcentage suffisant pour la qualifier au second tour, vous pouvez fusionner, vous pouvez appeler à voter. Alors c'est au-dessus de 10%, donc on peut se maintenir, entre 5 et 10, donc on peut fusionner avec des listes, et au-dessous de 5, on peut juste appeler à voter pour un tel ou pour un tel, mais là aussi, comme je vous le disais, c'est les adhérents qui décident à ce moment-là. En ce qui concerne la parité homme-femme? Alors ça aussi, effectivement, c'est très important. Au niveau de la parité, que ce soit dans nos instances nationales ou même les comités locaux, nous essayons d'appliquer la parité au maximum. Au bureau national, par exemple, il y a un coprésident, une coprésidente, etc. Donc il y a des doubles postes. Est-ce que vous avez déjà été contacté par la responsable de votre parti pour des négociations avec elle? Oui, par exemple, on a été contacté par EELV, donc par M. Nesta. Il y a donc une réunion qui s'est tenue avec lui la semaine dernière, et nous lui avons clairement dit qu'on pouvait toujours bien sûr discuter avec eux avec plaisir, mais que nos décisions étaient donc derrière notre.
Et qu'est-ce qu'ils vont proposer Une alliance. Une alliance peut-être avec le Front de gauche. Donc je suppose qu'ils nous auraient proposé quelques places, mais c'est pas... Avec le Front de gauche ou avec le parti? Je crois qu'ils ne sont pas encore eux-mêmes au point là-dessus, donc je ne peux pas vous répondre à leur place. C'est ça qu'on va leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont dit en fait? Moi je n'étais pas à la réunion, donc c'est une réunion qui a eu lieu à Toulouse. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que donc ils essayent de faire un rassemblement peut-être avec les partis de gauche, peut-être avec le PC, que ce n'est pas encore acté. Mais si c'est juste pour faire de la figuration et avoir éventuellement un poste ou deux postes, c'est pas vraiment notre objectif. On préfère largement ne pas avoir de poste et défendre vraiment nos idées plutôt que d'avoir deux postes. On vise le long terme, si vous voulez. On sait qu'on n'aura pas la majorité absolue dès demain. Donc si on veut construire une société différente, il faut accepter de prendre le temps. Votre position par rapport au Front National? Bon, je crois que le Front National, nous sommes tous opposés au Front National parmi tous les partis républicains. Maintenant, on nous reproche effectivement, peut-être de manière un peu facile, de diviser la gauche. Encore une fois, c'est un reproche qu'on continuera à nous faire, et de pouvoir faire battre de permettre au Front National peut-être de prendre la région, mais je crois que d'une part, il n'y a pas de risque dans notre région, et que d'autre part, c'est un argument un peu facile de la part de personnalités politiques qui ont toujours échoué et qui ont fait monter le Front National depuis des décennies. Et encore une fois, je crois que notre électorat se situe vraiment parmi les abstentionnistes. Donc on ne prend pas de voix particulièrement à gauche. Vous avez très bien convaincu de la possibilité d'avoir de passer la barre de 10%. J'ai l'impression que votre tête, ça va être entre 4 et 7. On a fait 3% européennes, 7,8 au départemental, et donc on espère faire mieux. Ça a l'air de mieux. Mais je crois qu'il faut aussi rester modeste, donc maintenant, si on fait 10%, c'est pas inenvisageable non plus, effectivement. J'ai presque l'impression de vous faire peur. Oh, faire peur, non, au contraire, je crois qu'on se verra pas du tout. Voilà. On est prêt. On est prêt. Pas tout à fait, mais on sera prêt d'ici là. Voilà, le temps de faire les listes. Et de peaufiner le programme. Le programme, il sera pas connu avant septembre, en fait. Si, le programme principalement est constitué par les 20 propositions donc, qui sont sur notre site, le plan d'urgence qui est décrit ici avec les 5 mesures d'urgence. Et pour notre région, en particulier, nous souhaitons mettre l'accent sur un thème qu'on appelle la Californie de l'Europe, c'est-à-dire que nous souhaitons devenir la Californie de l'Europe, parce que notre région est sûrement une des celles qui sont les plus sensibles au réchauffement du climat, que ce soit avec l'érosion du littoral, que ce soit avec l'augmentation des sécheresses et donc la modification de l'agriculture locale. Donc nous pouvons devenir une région qui soit à la pointe justement des industries liées à la transition énergétique. Et nous souhaitons développer cette filière qui pourrait permettre de créer de l'emploi et donc qui nécessiterait une formation donc, des chômeurs qui sont malheureusement nombreux dans notre région pour les orienter vers ces nouvelles filières. Et nous pensons que ce serait créateur d'emplois pour notre région. Et la grande région, globalement, enfin, la réforme, la fusion, tout ça,
C'est quelque chose que vous voyez d'un bon oeil ou pas? C'est quelque chose où nous estimons que c'est acté, qu'il faut donc aller de l'avant. Aujourd'hui, ce n'est plus la question, donc il faut prendre en compte ces réalités et travailler dans le cadre de cette grande région de Notre-Dame. Même ici, on peut se demander si ça ne va pas éloigner encore un peu plus les centres de décision du terrain, de la dimension de cette grande région. Donc, si on avait été consulté auparavant, on n'aurait pas soutenu ce projet, mais effectivement, maintenant, on travaille dans la réalité actuelle de ce découpage territorial. Mais j'aimerais ajouter qu'avec l'utilisation très générale des moyens modernes de communication comme Twitter, Facebook, Skype et les courriels, notre futur électorat d'abstentionnistes est facilement mobilisable, ce qui atténue considérablement les distances. La dimension aussi sur laquelle je souhaiterais insister à Nouvelle Donne, c'est qu'on essaye vraiment de mettre les citoyens au cœur de la construction du projet. C'est-à-dire, Pierre en a un peu parlé, mais pour le programme, par exemple, ce n'est pas un programme qui est issu du sommet et qu'on doit redistribuer à la base. Donc, il y a des commissions thématiques nationales dans chacun des grands thèmes sociétaux, et chaque adhérent peut y participer et participer donc à la construction du programme. Le programme se construit comme ça. Ce sont les commissions thématiques nationales qui après vont construisent le programme. Je vous donne un exemple peut-être pour illustrer ça concrètement. Il y a une commission thématique nationale sur les questions d'éducation et de formation. Dans cette commission thématique nationale, il y avait une grande majorité des gens qui étaient plus du côté de l'enseignement, de la formation initiale, que du côté de la formation professionnelle, la formation continue. C'est un domaine dans lequel j'ai longtemps travaillé et je continue à m'intéresser, donc j'ai pu intervenir et faire ajouter quelques paragraphes donc à la proposition concernant les questions d'éducation et de formation sur justement les questions d'apprentissage et de formation professionnelle qui font partie des compétences principales de ces régionaux. Je crois que sur d'autres domaines, plus sur la santé, même si c'est un domaine qui est principalement celui des conseils régionaux, ou les questions des transports, ça fonctionne de la même façon, en fonction des compétences de certains de nos adhérents, et en fonction des débats qui ont lieu dans ces commissions thématiques, souvent effectivement en utilisant les moyens de communication à distance, puisqu'on ne se réunit pas forcément géographiquement, même si on le fait chaque fois qu'on peut. Et donc ça permet une participation effective des gens et un enrichissement du programme, à la fois pour l'appliquer aux réalités de chaque région et à la fois pour l'enrichir de propositions sur des points précis. Combien vous avez d'adhérents dans la région, là, Madame d'Arroussillon et d'Aléron? À peu près 650. Madame d'Arroussillon? Ah, les deux. Quelqu'un voulait poser une question? Est-ce que vous avez eu une approche auprès du milieu industriel de la région? Et je pensais notamment à des industries pharmaceutiques qui ici sont appelées quand même un bon ancrage et par voie de déduction avec le milieu de la recherche et de l'université et les hôpitaux, tout le milieu santé. Est-ce qu'il y a eu une approche de Nouvelle Donne auprès de ce milieu, ou bien vice-versa, ce milieu vous a-t-il approché? Alors, je peux peut-être répondre. Je pense que c'est notre commission thématique santé qui pourrait vous répondre le plus aisément. Au niveau local, je ne pense pas. Par contre, au niveau national, c'est possible, effectivement. Il faut savoir qu'à Nouvelle Donne, nous avons justement, comme disait Pierre, des personnes spécialisées dans plusieurs domaines. Et quand on parle du domaine économique, je suis moi-même chef d'entreprise. Je dirige une petite PME. Nous avons beaucoup de chefs d'entreprise à Nouvelle Donne. Il faut bien voir que Nouvelle Donne n'est pas hostile aux entreprises. Au contraire,
La plupart des mesures sont pour la protection des PME. En particulier, la première mesure du plan d'urgence qui est protéger les salariés et éviter les licenciements, qui est une mesure inspirée d'un système qui existe au Canada et qui permet plutôt que de licencier les salariés, de leur permettre une baisse de travail, du temps de travail par exemple de 20% et une conservation du salaire à 95% via le financement via Service Canada. C'est quelque chose qui existe aussi en France, l'activité partielle. La grosse différence, c'est qu'en France, j'ai malheureusement eu l'occasion de découvrir, quand on passe en activité partielle, il faut faire l'avance de trésorerie. Il faut commencer par payer et ensuite l'État nous rembourse finalement plus tard. Donc, ce qui veut dire que c'est très difficile de maintenir l'emploi. Tandis que dans le système canadien, le salarié est payé directement par le service canadien. Peut-être un petit complément pour dire qu'effectivement le soutien qui est le plus nécessaire actuellement à l'CI des PME vis-à-vis des grands groupes, je pense à Sanofi par exemple, je parlais de l'industrie pharmaceutique, il y a un certain nombre de mesures qui sont préconisées par Nouvelle-Donne qui risquent de ne pas forcément se faire très plaisir à tous ces grands groupes pharmaceutiques. Quand on voit l'argent qu'ils reçoivent de l'État à travers le financement des activités de recherche-développement, par exemple, alors que par ailleurs, ils diminuent les effectifs de leurs chercheurs, il y aurait sûrement des choses à voir là sur la façon dont un certain nombre d'aides financières sont données à ces grands groupes sans aucune contrepartie, notamment en matière d'emploi. Ça fait partie des points sur lesquels, concernant la finance les grands groupes internationaux sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire dans le fonctionnement actuel. C'est ça les 5 Voilà, c'est ça, oui. Celle dont on vient de parler, c'est ça. C'est mesure phare. C'est le plan d'urgence. Voilà, plan d'urgence pour la France. C'est-à-dire, nous avons des propositions générales à long terme, qui sont les 20 propositions qui sont décrites sur le site internet. Et celles-là, c'est des mesures qu'on peut appliquer dès maintenant pour limiter la casse, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on peut appliquer de suite. Il n'y a pas besoin de mettre ça en place sur des années. Par exemple, la séparation des banques de dépôt et banques d'affaires, qui est une chose très importante, qui n'a toujours pas été faite par François Hollande, contrairement à ce qui avait été promis, et qui nous met dans une situation très dangereuse face à une nouvelle crise financière. Il y a aussi la baisse des loyers pour le ramener à un tarif raisonnable en investissant les 37 milliards qui dorment dans le fonds de réserve des retraites, comme ça se fait aux Pays-Bas, qui actuellement ne sont que placés sur les marchés financiers pour obtenir un certain rendement qui permet d'amender le fonds de réserve. Mais plutôt que de placer sur les marchés financiers, nous souhaitons que cet argent soit placé dans le logement, qui rapporterait tout autant, ne serait-ce que par le versement des loyers, mais qui serait utilisé là dans le cadre de l'économie réelle, plutôt que d'être risqué sur les marchés financiers. Pas le plafonnement des loyers. Non, nous souhaitons relancer. Nous souhaitons qu'il y ait plus de logements, c'est ça que nous souhaitons. En particulier à Montpellier, ce qui manque, c'est le logement à tarif intermédiaire. Parce que nous avons des HLM à bas prix, et ensuite nous avons de l'immobilier à un tarif très élevé. Ce qui pose problème puisque les personnes dont la situation s'améliore, qui sont dans des HLM, même si leur situation s'améliore, elles ne peuvent pas en sortir parce qu'il n'y a pas de logement dans le parc privé des tarifs raisonnables. Au niveau des idées, qu'est-ce qui vous différencie du front de gauche? Le front, il y a vraiment quand même globalement assez proche. Vous pouvez me donner 2 ou 3 exemples sur lesquels vous êtes... Alors, le front de gauche est déjà dans une démarche productiviste. Nous ne sommes pas productivistes. Je pense que nous sommes d'ailleurs le seul parti non productiviste. C'est-à-dire que le front de gauche estime que l'économie peut être relancée via une relance de la production.
Donc, dans ce cadre, il se place au même niveau que les autres partis politiques, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout passe par une relance de la croissance. À Nouvelle Donne, nous constatons que la croissance diminue depuis les années 70, régulièrement. Elle est proche de zéro. Nous pensons qu'elle ne peut pas progresser à long terme. Et surtout, nous pensons que ce n'est pas souhaitable. Tout simplement parce que si on se place, par exemple, au niveau planétaire, la croissance mondiale est d'environ 3% par an depuis les 30 dernières années. 3% par an, c'est un rythme exponentiel. Ça signifie que tous les 25 ans, la production augmente de 100%, au double, tous les 25 ans. Ce qui signifie que si nous continuons à ce même rythme, dans 25 ans, la planète devra produire le double de tous ses produits aujourd'hui. En même temps, il y a plus d'habitants. Est-ce que c'est pas normal qu'il y ait une croissance et il y a plus d'habitants? Alors, il y a effectivement un phénomène démographique, mais il y a quand même un constat, c'est que les ressources de la planète sont finies. Donc, la question qu'il faut qu'on se pose, est-ce que la planète est capable de supporter de produire le double de ressources d'aujourd'hui, dans 25 ans, et le quadruple dans 5 ans? Donc, ça, c'est une question. Donc, nous pensons qu'il faut essayer de construire une société où chacun puisse vivre mieux sans se baser sur la croissance. La croissance n'est pas l'indicateur valable pour nous. On peut aussi dire qu'on se distingue des autres partis, y compris des partis de gauche, en termes de façon de faire la politique. On a essayé de vous expliquer sur la façon de décider l'entreprise. On a essayé de vous expliquer aussi à propos des questions de cumul des mandats, etc. On n'a pas envie de fonctionner comme on fonctionne avec les gauches, avec M. Lionel, par exemple. Eux, ils ne cumulent pas trop. Pardon? Eux, ils ne cumulent pas trop pour l'instant. Il y a pas beaucoup d'élus. Il y a un système vertical. Quand on regarde les principaux dirigeants de ces partis, c'est des gens qui ont eu un ensemble de mandats et qui continuent à avoir qui ont des mandats. Il y a un système avec de deux personnalités qui sont mises en avant, qui sont eux-mêmes. Bon, c'est pas comme ça qu'on a envie de faire de la politique. Professionnalisation de tout. Voilà, des professionnels qui sont là pour défendre certes des idées, mais aussi des postes. Du coup, si vous voulez changer les choses, il faut quand même avoir le pouvoir, sinon on ne peut rien. Oui, il faut avoir le pouvoir sans le personnaliser. Voilà, en renouvelant le personnel politique régulièrement, ce qui n'est pas le cas de la plupart des partis. Il y a aussi une différence de fond fondamentale, c'est que le parti de gauche ou le PC sont fondamentalement restés sur un vieux schéma de la lutte des classes, quelque part. C'est quand même à rester dans leur système mental. Et je crois que c'est un modèle qui est dépassé aujourd'hui. La classe moyenne, le principal phénomène économique, c'est le déclassement de la classe moyenne. C'est ça qui pose le principal problème. Donc aujourd'hui, il y a un problème plutôt entre les ultra riches, les 1% les plus riches, et l'ensemble du reste de la société. Il n'y a pas de lutte des classes entre les ouvriers et la nouvelle lutte des classes. Quelque part, on peut le dire comme ça, mais je crois que le bouquin de Piketty est très instructif à ce sujet. Par exemple, si on prend les 0,1% les plus riches, ils gagnent en moyenne 750 000 euros par an. 0,1%, ça paraît pas grand-chose, mais c'est quand même 50 000 personnes. 50 000 personnes, en France, ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-unes qui parlent quand même. Et les 1% les plus riches, ça fait 500 000 personnes, qui gagnent en moyenne 270 000 euros par an. Les 1%? Les 1% gagnent en moyenne 270 000 euros par an. Donc il y a quand même une accumulation des richesses qui est devenue insoutenable. Oui, c'est pour ça que Podemos ne parle plus de classe, il parle d'une caste ultra minoritaire qui détient à la fois les richesses et les pouvoirs. Quand on regarde un peu une partie du personnel politique qui passe des grandes entreprises à des fonctions ministérielles et vice-versa, on pense à Emmanuel Macron, on peut effectivement se
poser la question de savoir si on peut compter sur des gens comme ça pour faire bouger les choses. Sans parler de Goldman Sachs avec le président de la Banque Centrale Européenne qui vient de Goldman Sachs, ou l'influence de Goldman Sachs dans la crise OTAC. Donc il y a un mélange des genres qui est de plus en plus prégnant. Juste pour conclure sur l'histoire de la croissance, est-ce que vous définiriez comme la philosophie de décroissance? Non, parce que je pense que c'est simplement l'indicateur qui est plus le bon. Par exemple, même en supposant que la croissance soit, on va dire, un point positif, vous pouvez très bien avoir 1% de croissance qui est justifié parce que les 10% les plus riches deviennent beaucoup plus riches, mais les 50% les plus pauvres qui, eux, deviennent plus pauvres. Donc ça ne signifie plus grand-chose. La croissance, il faut qu'elle soit répartie parmi l'ensemble des citoyens. Et là aussi, c'est plutôt Joseph Stiglitz qui disait que la reprise de la croissance américaine, 95% de la croissance qui était repartie était partie pour les 1% les plus riches. Sauf qu'il faut compléter l'indicateur PIB par un indicateur sur les inégalités. Il y a l'indicateur sur les inégalités, il y a beaucoup d'indicateurs. En fait, c'est les indicateurs du bien-vivre qui comptent. Hein, c'est ça qui est important, c'est l'humain. Oui, c'est l'humain, c'est la réduction des inégalités. Je crois qu'avec une croissance zéro, sans être pour une décroissance, on peut considérer qu'avec une croissance zéro, on peut très bien faire une autre répartition des richesses qui bénéficie à une très grande partie de la population. Je crois que c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler actuellement, que sur l'idée de vouloir tout prix relancer la croissance. Alors on va dire, elle était à 0, quelque chose, elle est à 1, quelque chose. C'est une grande victoire. Non, c'est pas une victoire. Parce que les politiques ont créé l'idée que le fait qu'il y ait de la croissance, ça influe directement sur la baisse du chômage. Voilà, c'est juste ça. Hein. Sauf qu'on sait qu'à moins de 1,5 ou 2%, il n'y a pas, en tout cas en France, d'amélioration du chômage. Ça se trouve actuellement, mais on est à plus de 1% d'après les chiffres officiels, et on ne voit pas le chômage baisser du tout. Donc je crois que le problème, cette idée qui est il faut à tout prix relancer la croissance, et c'est en relançant la croissance qu'on arrivera à régler le problème du chômage. Il me semble que beaucoup d'économistes aujourd'hui considèrent que c'est une possibilité fausse, que la question c'est la répartition des richesses et la répartition du travail. C'est pour ça qu'une des idées fortes aussi de Lisbonne, c'est de relancer la question du temps de travail vers une réduction plus importante du temps de travail, de façon à ce qu'on puisse travailler moins et travailler tous, plutôt que quelques-uns travailler plus, comme c'était le slogan d'un homme politique. Et on va vous dire que ça coûte trop cher un coût du travail d'entreprise, et que du coup elles sont moins productives, et que du coup il n'y a pas de croissance, et du coup ça fait... Alors, il y a des entreprises qui ont baissé le temps de travail à 32 heures, c'est une mémoire bonne, et qui sont tout à fait compétitives. Il y en a plusieurs centaines en France qui ont prouvé qu'on pouvait être compétitif avec le temps de travail diminué, moyennant une organisation du travail qui permet d'utiliser au maximum de capacités productives, y compris avec un temps de travail dans les Alors, juste pour terminer là-dessus, par exemple, on cite un exemple, la croissance aux USA. Il y a un joli petit graphique sur le plan d'urgence, en page 6, qui montre qu'en fait le taux d'activité aux USA n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de personnes occupant un emploi n'est plus que de 62% aux USA. Donc, c'est quelque chose qui veut dire qu'il y a une déconnexion, c'est-à-dire que au final, effectivement, donc le chômage tel qu'il est calculé semble diminuer, mais parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en fait ont décroché en fait du système de l'emploi. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et ça existe aussi en France. C'est quoi comme les comptabilistes les chômeurs aux États-Unis? Ils n'ont pas ils ont l'équivalent de Pôle emploi? C'est les normes internationales. C'est les normes du BIT. C'est les normes du BIT. Mais parce que chez nous, on sait que quelqu'un qui ne s'inscrit pas à Pôle emploi, il n'est pas considéré comme chômeur alors qu'il ne peut pas travailler. Quoi. absolument. Donc des chômeurs réels, il y en a en réalité beaucoup plus. Des personnes sans emploi, il y en a beaucoup plus que les, je sais plus combien il y en a d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que c'est le sans emploi, la population active et la population active au travail, c'est
Non, mais en âge de travailler, parce qu'on ne compte pas les moins de... Oui, c'est ça, le taux d'activité. C'est ça qui est important, en fait. C'est le taux d'activité, c'est-à-dire le nombre, le pourcentage de personnes adultes, donc en âge de travailler, qui travaillent réellement. Et donc là, aux USA, c'est 62%. En France, je n'ai pas le chiffre, mais ça doit être un peu plus, mais guère mieux. Ce sujet de la compétitivité, de la productivité, avec les 35 heures, on a l'exemple que quand même la productivité horaire en France est restée équivalente avant la réforme des 35 heures. Il est même supérieur, d'après les stats que j'ai vus, supérieur à la productivité allemande du salarié allemand. Il y avait ça sur lequel c'est intéressant d'insister, et d'autre part, la présentation de la réduction du temps de travail, c'est tout à fait inévitable, sous forme de réduction du travail hebdomadaire, et peut-être rappelle la polémique qu'il y a eu quand les 35 heures hebdomadaires ont été mises en place, qui a laissé un mauvais souvenir, à tort, parce qu'il y a eu quand même une création d'emplois, manifestement avec les 35 heures, c'est il faut le dire, mais de la présentation sous forme de 32 heures hebdomadaires, c'est peut-être quelque chose qui donne un mauvais signal. Alors, il y a peut-être d'autres solutions de réduire le temps de travail avec des congés comment on appelle ça, le sabbatique. Comment? Congé sabbatique. Par exemple, le sabbatique, c'est un des... Ouais, vous n'êtes pas payé, c'est bien intime. Non, ça dépend. Sabbatique, si. Ça dépend. Dans le secteur public, en tout cas à l'université, on peut prendre 6 mois de congé, où on est dispensé d'enseignement. En général, on continue à travailler dans le domaine de la recherche. On est dispensé d'une partie de l'activité, tout en gardant son salaire. Alors cela dit, c'est vrai que les 35 heures ont permis effectivement de créer des emplois. Les 32 heures le permettraient également, mais je crois que c'est la manière dont ça s'est passé qui pose le problème. C'est-à-dire que ça a été imposé de manière arbitraire et autoritaire. Les 32 heures peuvent effectivement apporter une certaine création d'emplois, mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose d'autoritaire, imposé à tout le monde. Les 32 heures existent déjà en France, la loi Robien le permet. Maintenant, elle est peut-être pas assez mise en avant et peut-être complexe peut-être à mettre en place. Il y a des secteurs quand même où ça paraît difficile. Oui, l'hôpital par exemple, c'est pas tenable. L'hôpital par exemple. Oui, l'hôpital, même en vue publique, mais des activités pour tourisme, que vous avez des horaires un peu décalés. C'est pour ça qu'effectivement, il faut permettre aux entreprises d'accéder à ces dispositifs. Donc il faut qu'elles y trouvent leur compte. Donc c'est quelque chose d'important. Nous, on n'est pas là pour dire les patrons c'est des méchants, etc. On est là pour proposer des solutions qui permettent à la fois aux entreprises de prospérer et puis de créer de l'emploi. Il ne faut pas que ce soit imposé de façon autoritaire, générale et systématique, sinon on est dans le KGB. Et alors, vous avez évoqué le cas de l'hôpital, je connais un petit peu mieux que je connaissais plutôt. Et il y a quand même, ça me fait rebondir sur un autre aspect intéressant du premier bloc peut-être, les relations avec les syndicats. Le poids des syndicats dans les hôpitaux a été un gros frein à l'organisation de l'hôpital. Bon, je ne vais pas rentrer dans les histoires de chasse, mais j'en ai un certain nombre. Et donc ça me fait penser aux relations avec les syndicats, qu'ils soient CFDT, qu'ils soient CGT, dans leur couleur plus ou moins réformiste, plus ou moins... Nous n'avons pas de relation particulière avec les syndicats. Donc les syndicats sont dans leur domaine propre, nous sommes dans le domaine politique, et il est évident qu'il y a des personnes syndiquées qui sont chez nous et inversement. Maintenant, je crois qu'il faut que chacun reste dans son domaine. Nous n'avons pas à dire aux syndicats ce qu'ils vont faire. Non, mais par contre, les syndicats, eux, peuvent réagir aussi. C'est leur rôle. Est-ce qu'il y a eu des écoutes de leur réaction? La CGT a proposé le passage aux 32 heures. Maintenant, non.
C'est bien. Je pense qu'il l'avait eu avant. Quoique Pierre Laroutureau, ça fait depuis les années 85, 90, c'est comme ça qu'il propose ça. Parce qu'il avait participé, je crois, à la loi de Rodin. Avec la loi de Rodin, d'ailleurs, de Rodin étant à moi, au passage. Oui, quelques hommes intelligents, pas aussi. Pareil. Je peux vous demander vos professions. Vous avez dit que vous étiez chef d'entreprise. Ouais, donc je dirige une petite entreprise que j'ai créée, une TPE, que j'ai créée il y a 21 ans, spécialisée dans le soutien scolaire et la formation continue. C'est où à Montpellier? Oui, à Montpellier. Pardon? Non, je ne fais pas de pub. Pierre? Alors, moi, je suis retraité après avoir travaillé comme enseignant-chercheur à l'Université Paul Valéry. Et j'ai travaillé notamment dans le domaine de la formation continue. Formation continue universitaire. Et moi, je suis retraitée depuis 6 mois et j'étais prof à l'Université de La Réunion. Et je continue à donner des cours, comme depuis 20 ans, à l'Université de Tana, à Madagascar. Donc je continue mes séminaires de master et à suivre des doctorats. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Je vais devoir vous laisser, c'est notre phase. Oui, bien sûr.